Dans cet épisode éclairé de Mythbusters, Et un premier verre. Adam et Jamie s'éclatent Je vois rien. C'est de la folie. en réfléchissant à un mythe lumineux. C'est super. Je m'attendais pas à ça. Des miroirs et le soleil peuvent-ils vraiment servir Je suis le maître du soleil. de luminaire à l'ancienne? Et voilà. Bingo. Ouah, c'est lumineux. Quant à Tori, Carrie et Grant, C'était chaud. ils enquêtent sur une fable à trois. Je crois que les forces de police vont être très intéressées. Peut-on stopper une voiture folle Pour m'arrêter sans risque, tu vas m'embrocher? en jouant aux autotamponneuses? On fonce droit vers la folie. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage Qu'avez-vous besoin de savoir de plus? et Jamie Heineman. En cas de doute, vive le C4. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Grant Imahara, C'est super dangereux. Carrie Byron Jamie n'a pas l'air normal. et Tori Belleci. Atterrissage. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. J'ai de quoi te faire réfléchir. Éblouis-moi. Je vais le faire. Avec les rayons du soleil. Dans une scène de La Momie, le héros descend dans une pyramide sombre. Pour éclairer son chemin, il met en marche un système de miroirs inventé par les Égyptiens, qui réfléchit les rayons du soleil depuis l'extérieur jusqu'au fin fond du tombeau pour permettre de circuler en toute sécurité. C'est brillant. Oui, si ça marchait vraiment. C'est bien là la question. Voici l'extrait du film. La lumière du soleil se propage dans la pyramide. And then there was light. Cet éclairage à l'ancienne fonctionne-t-il vraiment? Alors, on commence par quoi? Dans ce mythe, il s'agit d'éclairer une pièce obscure en réfléchissant les rayons du soleil. On doit déterminer ce que ça veut dire précisément. On doit mesurer la luminosité minimum nécessaire pour pouvoir se déplacer dans un espace inconnu. Exactement. Et j'ai pile poil le test pour y parvenir. D'accord. T'inquiète, ça va te plaire. Avant de jouer au ping-pong avec la lumière, on doit établir certains critères qui serviront de référence lors de ces tests. Le premier est cinématographique. C'est la quantité de lumière utilisée lors du tournage. On doit reproduire l'aspect visuel du faisceau qui se réfléchit et éclairer la pièce. Le second critère est, selon moi, l'élément essentiel de cette histoire. C'est la luminosité ambiante minimum indispensable pour voir. Il faut d'abord déterminer la quantité de lumière dont on a besoin pour voir. Pour ce faire, Adam a mis au point un labyrinthe. Pourquoi un labyrinthe de verre? On s'est mis à la place d'un archéologue qui s'enfonce dans un tombeau rempli d'artefacts inconnus et précieux. Il ne doit rien toucher ni bousculer pour ne rien abîmer, même s'il fait très sombre. Il ne doit surtout rien casser. C'est pourquoi ces verres à pied sont en équilibre précaire sur ces poteaux. Je vais tenter de traverser ce parcours d'obstacles quasiment dans l'obscurité pour mesurer la quantité minimum de lumière nécessaire pour y arriver sans rien casser. Ça, c'est le bruit de l'échec. Le parcours est installé. Il se concentre maintenant sur le premier critère, l'éclairage utilisé dans le film. Je suis prêt. En gros, il joue avec la lumière jusqu'à obtenir la même luminosité que dans la scène. Ok, c'est bon pour moi. Et il note le niveau de luxe. On va mesurer la luminosité ambiante à l'aide de ce luxmètre, qui capte la lumière par ce petit détecteur et la convertit en signal électrique. Ensuite, notre ordinateur nous donnera l'équivalent en luxe. À l'époque où les bougies régnaient en maître, les scientifiques ont déterminé qu'un lux correspondait à la quantité de lumière éclairant un mètre carré quand la bougie est située à 1 mètre. Selon cette échelle, il faut un minimum de 300 lux pour lire. À combien de lux la scène du film correspond-elle? Pour l'estimer, les Mythbusters procèdent par tâtonnement, en augmentant le niveau petit à petit. 201 lux. Et grâce à la magie du montage, Ça devrait le faire. ils trouvent rapidement le niveau de luxe qui correspond visuellement à la scène dans La Momie. Super, c'est comme dans le film. Ça nous fait une moyenne de 200 lux.
Voilà pour le critère hollywoodien. Le second point de référence sera-t-il comparable? Adam a un plan. Les archéologues du film passent de la lumière du soleil à l'obscurité du tombeau. Donc, on va faire pareil. Dans la pièce où Jamie stocke son électronique, 2 projecteurs simulent le soleil. Je vais sortir et passer dans le tunnel d'Osiris, qui accueille en fait l'étagère où Jamie range ses batteries et ses câbles. J'entrerai alors dans la zone principale de l'atelier, où il fera totalement noir. J'utiliserai cette corde pour me guider jusqu'au centre de la pièce. Quand j'atteindrai ce nœud, je me tournerai et je traverserai le parcours d'obstacles. Ça nous permettra de déterminer la quantité de lumière minimum nécessaire pour y arriver sans rien casser. Ça va pas être du gâteau. Pour ce faire, Adam règle les plafonniers au minimum. C'est bon, Adam, tu peux y aller. Ok, je me lance. Jamie suit l'avancée de Adam grâce à une caméra infrarouge. La vache, C'est parti. je vois rien. Pour ceux que le bruit de verre brisé indispose, il est temps de couper le son. Je suis le pire archéologue qui soit. Le passage de Adam laisse des traces C'est de la folie. dans ce labyrinthe de verre à pied. Et voilà, je suis au bout. À l'évidence, on est très loin du niveau de luminosité minimum. Un vrai massacre. Tu as quasiment cassé tous les verres qui étaient sur ton chemin. Ouais, il faudrait que ce soit un poil plus éclairé. Comme ça, j'arriverai peut-être à distinguer des formes. D'accord. Je vais remplacer les verres. Adam augmente un peu l'éclairage Et voilà, un poil au-dessus. et s'élance à nouveau. Ok, Adam, tu peux y aller. C'est parti. Bon sang, je vois... Ah, je vois rien. Et un premier verre. Je commence à distinguer des formes. Mes yeux s'adaptent. Il s'en sort bien mieux. C'est toujours flou. Oh, Et de 2. 3. 4. 5. Après un démarrage décevant, 7. on assiste à une nouvelle hécatombe. Jamie, je suis au bout. Tu peux rallumer? Tu t'en es mieux sorti. Oui, un peu. J'ai eu l'impression que quand je n'essayais pas de regarder au loin, j'arrivais à distinguer des formes juste devant moi. Enfin, je parlerai quand même pas de visibilité. Il faut un peu plus de lumière. Ils augmentent encore la luminosité. Encore. Et encore. Mais ce n'est qu'au 6e essai que Adam y arrive sans casse. Ça y est, c'est la bonne luminosité. Je vais aller jusqu'au bout. J'ai réussi. Il est temps de sortir le luxmètre pour obtenir des données scientifiques. Alors, quel est le verdict? 0,389 lux. De lumière ambiante? Oui. C'est super sombre. Cette expérience m'a montré que la capacité de l'œil humain à percevoir la lumière était très développée. J'ai réussi à me faufiler au milieu d'un labyrinthe complexe sans casser un seul verre. Je crois que je vais y arriver. Avec seulement 0,389 lux. C'est à peine plus lumineux que la pleine lune. La luminosité minimum dont l'œil humain a besoin est donc 500 fois moins élevée que celle du film. Les 2 critères étant calculés, reste à savoir si un faisceau de lumière réfléchi sur des miroirs peut obtenir les mêmes résultats. Allez, extinction des feux. Alors, le mythe du jour associe vitesse, voiture folle et danger. Ça me plaît déjà, c'est quoi? Imaginez qu'un conducteur perde le contrôle de sa voiture. Peut-on la dépasser, se placer devant et freiner jusqu'à ce qu'elle s'arrête complètement? Il s'est endormi ou a fait une crise cardiaque. C'est ça. Super, c'est parti. Quand un conducteur s'évanouit au volant, la situation devient très vite critique. Mais doit-elle finir ainsi pour autant? Apparemment non. Selon ce mythe, on peut maîtriser sans risque une voiture folle en la dépassant et en la forçant prudemment à s'arrêter. Est-ce une technique sérieuse ou de la folie furieuse? Alors, je vois 2 scénarios.
Dans le premier, le conducteur ne maîtrise plus du tout son véhicule, il n'a plus aucun contrôle sur la direction et son pied n'est plus sur l'accélérateur. En roue libre donc. C'est ça. Le second scénario est un peu plus extrême. Toujours pas de direction, mais le pied est coincé sur l'accélérateur. Cela ferait-il une différence? Ok, donc on a 2 tests à faire. Ça sent le stage de pilotage cascade. Vu que le mythe parle d'une voiture folle, on doit voir ce que ça fait d'être dans une voiture hors de contrôle. C'est une excellente idée. Un petit plan musclé et les voilà prêts. Nous sommes sur la piste d'Alameda, mais avant de passer au test, on doit en apprendre un peu plus sur la conduite de précision, notamment comment se rapprocher d'une voiture, la doubler et la percuter. Aujourd'hui, on va apprendre à utiliser le frottement et l'aspiration pour tenter d'arrêter une voiture folle. On retrouve ces techniques en course de stock car, car elles sont très dangereuses. Si on y va trop fort, la voiture peut partir en vrille. Et croyez-moi, ça va être super, super flippant. En effet, et voici l'homme qui va se charger de tous ces trucs flippants. Marvin Ruff, un moniteur de pilotage chevronné. Quel type de compétences doit-on acquérir pour réussir cette manœuvre? Il faut apprendre à s'approcher du véhicule, se mettre au même niveau et venir au contact tout doucement pour l'obliger à s'arrêter. On a dit doucement, Carrie. Contrairement aux tests qui auront lieu par la suite, Carrie sera toujours maître de sa voiture lors de cette formation. Marvin doit enseigner à Grant comment 30 km/h. dépasser Carrie, Ok, passe devant. Et voilà, c'est parti. ralentir sa voiture, Mais c'est de la folie! placer son pare-choc contre le sien, C'est comme un atterrissage. Ça va trop vite, on va avoir un accident. T'es doué. Commence à freiner. et arrêter la voiture de Carrie. Et voilà. Joli. Merci, c'est génial. Cool, on n'est pas mort. Il est temps pour nos amis d'expérimenter une situation qui déraille grâce à la fameuse technique d'immobilisation. On ne va pas tenter cette manœuvre que pour s'amuser, même si ça risque d'être un putain de truc. On cherche surtout à savoir ce qu'on ressent quand on est dans une voiture qui devient incontrôlable. Le pire, c'est que Carrie est au volant. On y va dans 3, 2, 1, go! On essaie d'échapper à la police. Encore plus effrayant, il se met à pleuvoir. Marvin prend la voiture rouge en chasse pour l'immobiliser. Il arrive. Attention. Il se place dans sa roue arrière droite, Elle va partir en vrille. il touche le pare-choc et là... Ça, c'est de l'immobilisation. C'était génial. Ça fait parfois du bien de perdre le contrôle. Fin de la formation. Ils sont gonflés à bloc Ça, c'est de l'immobilisation. et prêts à se lancer. J'ai bien envie d'y aller pied au plancher. On peut aller encore plus vite. Peut-on éclairer un tombeau obscur à l'aide de miroirs et du soleil? D'après le film La Momie, c'est possible. And then there was light. Est-ce la réalité ou bien de la fiction? Pour le découvrir, Adam et Jamie ont établi 2 critères lumineux. Je vois rien. Un fondé sur le film, 200 lux. l'autre sur l'œil humain. 0,389 lux. Maintenant, en utilisant 2 types de miroirs différents, réussiront-ils à obtenir les mêmes résultats? Pour commencer, Adam polit de bons vieux miroirs en métal et Jamie les installe. On a placé les miroirs pour qu'ils réfléchissent la lumière d'un bout à l'autre de la pièce. On cherche à savoir si ça va augmenter la luminosité ambiante. Pour tester la véracité de ce mythe, ils vont d'abord utiliser un substitut solaire. Pour ce test, notre lumière artificielle doit être correctement orientée à l'aide d'un collimateur pour apparaître comme le soleil. C'est-à-dire que les rayons doivent être parallèles les uns aux autres. Et voilà la source de lumière qui permet de reproduire ceci, un projecteur. Tada! Tout est en place. C'est le moment de vérité. Une fois l'éclairage de l'atelier éteint, la lumière réfléchie par les miroirs sera-t-elle suffisante? Allez, extinction des feux. C'est super. Je m'attendais pas à ça. Adam a raison.
À première vue, ces miroirs semblent efficaces. Reste la question cruciale des luxes. C'est bon? Ouais. Le métal poli émet une luminosité ambiante de 1,13 lux en moyenne. Alors nos miroirs réfléchissent-ils la lumière comme dans le film? Je dirais que oui. Il y a une bonne luminosité uniquement grâce à ces miroirs. L'aspect visuel est-il semblable à celui du film? Pas du tout. Arrivé au 6e miroir, le faisceau n'est plus du tout direct. Il s'éparpille un peu partout. La perte de diffusion du faisceau ne donne pas un très bon résultat, mais la quantité de lumière est encourageante. On est très loin de la luminosité qu'on a dans le film, mais c'est quand même mieux que le minimum nécessaire. Reste à savoir si les résultats d'un miroir moderne seront plus brillants. Voici notre miroir en métal poli et celui en glace. Il est bien sûr plus réfléchissant, mais est-ce un avantage ici? Si ça se trouve, le miroir poli diffuse plus la lumière, ce qui augmente davantage la luminosité ambiante dans la pièce. C'est ce qu'on va tenter de découvrir. Pour cela, ils installent les glaces alors que les lumières sont allumées. Et ensuite... Les miroirs sont en place, tout a l'air bien. C'est parti. C'est super. Ça fait comme dans le film. Surprise! Le faisceau est bien plus net qu'avec les miroirs polis. Il y a bien assez de lumière pour traverser le labyrinthe. Ouais, sans problème. Prenons quelques mesures pour en être sûr. À vue d'œil, le miroir moderne semble meilleur. Ok, c'est bon. Mais les données confirment-elles cette impression? Alors, quel est le verdict? Ça va te plaire. Avant tout, tu te souviens qu'avec les miroirs polis, on avait 1,13 lux. Oui. Avec les glaces, on a 0,487 lux. Bah ça alors. Ouais, même pas la moitié, c'est incroyable. Les apparences sont trompeuses. Le but, c'est d'augmenter la luminosité ambiante dans la pièce. Et des miroirs seuls ne suffiront pas. La lumière a besoin de toucher une surface qui va la diffuser. Ça peut être ma chemise blanche ou du brouillard, mais il faut qu'elle se diffuse pour éclairer la pièce. Comme les glaces renvoient un faisceau plus net, elles émettent moins de lumière ambiante que les miroirs en métal poli, qui gagnent donc cette compétition. Cela montre aussi que le vrai perdant de ce test qui prouve le concept, c'est Hollywood. Dans cette émission, on a toujours su qu'Hollywood avait tendance à exagérer. Le critère cinématographique qu'on a obtenu est 100 fois plus élevé que la luminosité ambiante dans notre test à petite échelle. Le mythe n'est pas bidon pour autant. Non, 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 non. Car elle est quand même 2,5 fois supérieure à celle dont j'ai eu besoin pour traverser sans encombre notre tombeau. Selon moi, il est temps de passer au test à grande échelle et d'utiliser le soleil. Nous revoilà sur la piste d'Alameda. En résumé, on peut effectivement arrêter une voiture avec une autre. Ça va trop vite, on va avoir un accident. Mais on roulait à 30 km/h. Maintenant qu'on est formé, il est temps de tester ce mythe. Dans le premier scénario, le conducteur s'est évanoui au volant et la voiture est en roue libre à grande vitesse. On va commencer par rouler à 55 km/h. Ça va être intéressant. Une fois que Grant sera devant nous, je retirerai mes mains du volant et mon pied de l'accélérateur pour simuler un évanouissement. J'espère que Grant a été attentif pendant sa formation. J'ai comme un doute là. Pour ce premier test, mesdames et messieurs, veuillez démarrer votre moteur. Ok, test à 55 km/h. Conducteur évanoui. On y va dans 3, 2, 1, go! On est à 55 km/h. On commence à s'évanouir. Regardez, sans les mains et sans les pieds. On a officiellement une voiture folle. C'est bon. C'est le signal. Grant vient se placer devant eux avant de ralentir. Et doucement mais sûrement, il freine et arrête la voiture de Carrie. Et voilà. T'as réussi. C'était un peu mouvementé, mais ça a marché. C'est clair. Et à 55 km/h en plus.
Bon, et maintenant? Plus vite. Ok, 90 km/h comme sur l'autoroute. On y va dans 3, 2, 1, go! 90 km/h. Des pare-chocs à des hauteurs différentes, un alignement délicat, et tout ça sans les mains. 50 km/h. 90 km/h. C'est trop excitant pour s'évanouir. C'est parti. Ça fait un peu peur quand même. C'est clair. Ok, on s'évanouit, on lâche le volant. Alors que Carrie joue les inconscientes, Grant freine devant elle. S'il n'est pas parfaitement aligné avec sa voiture, l'une ou l'autre pourrait partir en vrille. C'est une manœuvre extrêmement délicate. Ok, beau travail. J'avoue que c'était un peu flippant. C'est beaucoup plus difficile. À 30 km/h, les ajustements de trajectoire se font en douceur. À 90, il faut aller bien plus vite. C'est donc plus brutal. Mais ça a marché. On est vivants. Ils ont survécu à 90. Vont-ils réussir à en rester là? Et si l'accélérateur était coincé? Le conducteur s'évanouit, mais son pied reste appuyé sur la pédale. Ou alors il y a une défaillance technique. Ça me plaît. Tentons une expérience plus dangereuse. Ok, c'est parti. Adam et Jamie ont brillamment prouvé le concept grâce à des tests à l'atelier. Le métal poli émet une luminosité ambiante de 1,13 lux en moyenne. Peut-on vraiment éclairer l'obscurité grâce à des miroirs? Il y a bien assez de lumière pour traverser le labyrinthe. Pour l'instant, les résultats sont encourageants. Mais qu'en sera-t-il à grande échelle? En utilisant la lumière du soleil et un espace plus grand, parviendront-ils à prouver ce mythe? Nous y voilà. Ça m'a l'air parfait. Bon, on est loin de l'Égypte antique. J'ouvre la porte. Vas-y. Mais Treasure Island, dans la baie de San Francisco, Parfait. dispose d'un trésor souterrain inattendu. Bon, on s'installe? Ouais, au boulot. C'est bon, vous pouvez allumer. Voilà la pièce qu'on a choisie. Ce n'est pas un tombeau, mais c'est en sous-sol et il y fait très sombre. Ce sera parfait pour nos tests. De son côté, Adam fabrique des miroirs modernes sur pied. Je parie que vous êtes en train de râler en vous demandant pourquoi j'ai mis des glaces alors que nos miroirs en métal poli ont émis plus de lumière ambiante. 1,13 lux. Ce sera sans doute plus facile à comprendre grâce à ces deux plans que nos caméramens ont filmés ce matin. À gauche, on a le métal poli. À droite, les glaces. Regardez comme le faisceau disparaît très vite dans l'image de gauche. En comparaison, dans celle de droite, on voit que le faisceau reste concentré quasiment jusqu'à la dernière glace. C'est le plus important. L'essentiel, ce n'est pas le type de miroir utilisé, mais que le faisceau rebondisse. Ceux en métal poli n'étaient pas assez efficaces. Le faisceau n'a parcouru que 4,50 m avant de s'éparpiller. C'est pourquoi on va utiliser des glaces dans notre tombeau à grande échelle. Voilà pour cette explication. Il ne manque plus qu'un ingrédient, le soleil. Reste à savoir si le soleil va se montrer coopératif et c'est loin d'être gagné. On doit non seulement vérifier qu'on est capable d'envoyer la lumière du soleil dans le bâtiment, en d'autres termes, il faut que les miroirs soient positionnés au bon angle, mais en plus, on est à San Francisco et la région est souvent brumeuse. S'il y a trop de nuages, on pourra remballer nos petites affaires. Oui, sans l'astre du jour, ce test brillant fera chou blanc. Bon, j'aperçois le soleil, mais c'est assez couvert. C'est comme ça. Le temps capricieux de San Francisco faisant tout son possible pour les retarder, Adam sort son plan de secours. Vous avez vu mon soleil? C'est un projecteur au xénon de 7000 watts. Je vais l'allumer. Regardez-moi ce petit bijou! Je suis le maître du soleil. L'énorme source lumineuse de Adam émet 160 000 lux à 15 mètres. Excusez du peu. Mais sera-t-elle suffisante pour éclairer leur tombeau monumental? C'est prêt. Pour le savoir, Adam et Jamie vont projeter ces faux rayons solaires dans la pièce, positionner chaque miroir et mesurer la luminosité ambiante. Éteignez les lumières. Je laisse entrer le soleil? Oui, vas-y. Allez-y, envoyez le soleil.
Tu es prêt? Ouais, vas-y. Le voilà. Comme ça. Ils utilisent 6 miroirs, comme dans le film, espacés d'environ 10 mètres. Bingo! C'est lumineux. On dirait un rayon laser de 60 cm de diamètre. Je vise le 4e miroir. Bien. Et voilà, on pourra pas faire mieux. Je vise le dernier miroir. Je le baisse. Voilà. T'es bien là. Tadam! Et voilà. Ça a l'air pas mal. Je m'avance peut-être, mais je trouve que cette pièce est plutôt bien éclairée. Je peux circuler entre les antiquités sans rien abîmer. Ouais, facilement. On ne pourra pas dire qu'on n'a pas reproduit l'aspect visuel et le principe de la technique utilisée dans le film. Oui, on se croirait dans le tombeau. C'est un bon début. Mais que disent les données scientifiques qui sont après tout essentielles? Je prends la mesure. Ok, c'est bon. Finalement, plus c'est grand, mieux c'est. Notre test à grande échelle émet une lumière ambiante de 2,3 lux. Quand on se retrouve dans la pièce, on est parfaitement capable de se déplacer au milieu des artefacts sans le moindre problème. D'un point de vue à la fois objectif et empirique, la théorie à l'origine de ce mythe est tout à fait valable. En fait, la luminosité est plus de 5 fois supérieure à la luminosité minimum requise par l'œil nu. C'est donc une très bonne nouvelle pour ce mythe, à un détail près. En passant à grande échelle et en utilisant une source de lumière artificielle, on a réussi à reproduire ce qu'on voit dans le film. Mais le mythe fait appel au soleil. Jamie a raison, mais par chance, ce pro du jeu de cache-cache a décidé de faire une apparition. Que la lumière soit. Y aura-t-il assez de lumière pour qu'un archéologue, c'est-à-dire moi ou Monsieur Heinemann, puisse se déplacer dans ce tombeau sans rien casser? Peut-on vraiment arrêter une voiture folle en jouant aux autotamponneuses? Pour l'instant, ça roule. Mais on a montré qu'on pouvait stopper une voiture en roue libre grâce à cette technique, mais il est temps de corser les choses. En imaginant que le conducteur ait le pied coincé sur l'accélérateur. Ça va être très différent. Dans ces conditions, la voiture ne voudra pas s'arrêter. Pour ce test, je vais devoir appuyer sur l'accélérateur comme si la pédale était coincée et ensuite lâcher le volant. À aucun moment, je ne dois retirer mon pied de l'accélérateur. C'est totalement contraire à la logique et plutôt flippant. Ok, test avec la pédale coincée à 90 km/h. Dans 3, 2, 1, go! Bon, il est temps que j'aille sauver des vies. Carrie met le pied au plancher et monte à... 90 km/h. La pédale enfoncée va totalement changer la donne de ce test. J'ai l'impression d'être en NASCAR. Carrie simule une crise cardiaque et lâche le volant. Ok, on a lâché. Mais elle laisse son pied sur l'accélérateur. La voiture verte entre en contact avec la rouge. Là, ça devient dangereux. Tori commence à freiner. Les deux voitures ralentissent. Joli! Mais elle dévie aussi dangereusement vers la droite. Tori tente de redresser la trajectoire, mais sa voiture se met à chasser de l'arrière. Finalement, un dernier coup de frein stoppe les véhicules. Oh bon. C'était un p*** de truc. La vache! Ça a marché. C'était un peu flippant par contre. Non mais tu plaisantes! J'étais mort de trouille! C'était trop cool! D'un seul coup, elle s'est mise à chasser de l'arrière. Elle était incontrôlable. Malgré les freins qui travaillaient à fond, il a fallu 500 mètres à Tori pour arrêter les voitures, soit 4 fois plus que la distance d'arrêt normale à cette vitesse. C'était marrant à 90 km/h. Tu crois pouvoir t'en sortir à 120? J'aimerais bien essayer. C'est parti. On va arrêter une voiture folle roulant à 120 km/h avec une autre voiture. Accrochez vos ceintures, ça va secouer. 3, 2, 1, go! Les deux voitures accélèrent jusqu'à 120 km/h. 110! Carrie lâche à nouveau le volant.
On est prêt. et laisse son pied sur l'accélérateur. Mais cette voiture est devenue folle! Tori les dépasse et se met à freiner progressivement. Mais cette fois, à cette vitesse, les voitures dévient rapidement et voient la clôture se rapprocher dangereusement. Ah, mais... Les roues de Tori se bloquent et il dévie encore. Par chance, il réussit à s'arrêter juste à temps. C'était chaud! C'est clair. Je freinais des 2 pieds et on s'arrêtait toujours pas. On voyait la clôture se rapprocher petit à petit. C'était dingue. Je te voyais déjà dans la clôture. C'était sans doute le sauvetage le plus difficile, comme le prouvent les pneus fumants de Tori. Mais il a quand même réussi. En tout cas, la conclusion qu'on peut en tirer, c'est qu'il est possible d'arrêter une voiture même à 120 km/h. Alors, à moins d'essayer à 160, je crois qu'on peut dire que ce mythe est confirmé. Clairement. Confirmé. Ce mythe est donc confirmé. Mais vous ne devriez pas tenter ça chez vous. La plupart des gens en resteraient là. Mais Carrie veut aller plus loin. Ce mythe m'a rappelé une technique dont j'ai entendu parler et que j'ai toujours voulu essayer. Il s'agit de coincer une voiture entre 2 autres pour l'arrêter. Elles viennent serrer la voiture folle et l'immobiliser grâce à la friction. En gros, tester cette technique, c'est ce qu'on va faire de plus dangereux cette semaine. Vous avez bien entendu. S'ils ratent leur manœuvre sandwich, Carrie va finir en bouillie. Jusqu'à présent, j'ai été assez confiante. Mais bizarrement, j'ai serré un peu plus ma ceinture pour ce test-là. 3, 2, 1. Pour la plupart des gens sains d'esprit, c'est complètement dingue. Et ils ont raison. Carrie roule à une vitesse ridicule, sans tenir le volant et avec un accélérateur coincé. Le risque est bien réel qu'une, 2 ou les 3 voitures partent en tonneau. Grant et Tori se mettent à sa hauteur, ils commencent à se rapprocher et... Vous voyez le résultat. C'est pas vrai, ça a marché! J'y crois pas! On a réussi! C'était pas beau à voir, mais ça a marché. On a arrêté une voiture folle avec 2 autres. Je rêve, ça fonctionne! Ça me semble efficace. Oui, on a réussi à arrêter ma voiture, mais on devrait pouvoir peaufiner la méthode. C'était un peu trop maladroit quand même. Comme elle a survécu à ce sauvetage, Carrie lance un défi aux garçons. Et si vous essayez de mettre au point une meilleure technique pour arrêter une voiture folle? Alors, vous allez imaginer votre propre méthode, chacun de votre côté, et c'est moi qui jouerai la voiture folle. Et la folie, ça te connaît. Du côté de Treasure Island, le soleil de San Francisco vient enfin jouer son rôle dans le test d'Adam et Jamie. Le faisceau est entré. Ils vont donc enfin pouvoir faire leur test en conditions réelles grâce à leur grand tombeau et au soleil. C'est parti. Le problème, c'est que contrairement aux autres tests, ils ne peuvent pas faire entrer le soleil directement. Je crois qu'on est prêt. On amène le soleil? Ouais, allons-y. Vous pouvez éteindre les lumières. Au lieu de cela, ils doivent renvoyer les rayons du soleil à l'intérieur grâce à un miroir situé à l'extérieur. Impressionnant. Je vais régler le miroir dehors. D'accord. Une fois ce détail réglé, Ça rigole pas. On a un beau faisceau. J'y suis. Je te l'envoie. Adam et Jamie doivent de nouveau s'escrimer à aligner les miroirs. Voilà. Ça me semble bien. Regarde-moi ça. Ça marche. Un par un, Je passe au deuxième. Oh, allez, on y va. jusqu'à ce que la dernière cible soit éclairée. Le troisième. Et voilà. C'est super. Bon, je vais viser notre dernière cible. Et la voilà. Parfait. C'est fantastique. C'est la meilleure luminosité qu'on ait obtenue. Je vois très bien. J'arrive à distinguer les objets, à les prendre, à les reposer sans problème.
Je suis époustouflé par l'efficacité de cette technique. Grâce au soleil et au miroir, on a émis assez de lumière ambiante dans la pièce pour pouvoir s'y déplacer sans casser d'artefacts. Alors, Mais quel est le niveau de luxe? 2,15 lux. Génial, c'est super lumineux. Ils ont réussi. C'est 6 fois plus lumineux que le minimum requis par l'œil nu. Ça suffit à donner le sourire à Adam, enfin brièvement. Notre faisceau disparaît. Oui, Tu sais d'où vient le problème? je t'écoute. Le soleil bouge. L'alignement des miroirs n'est plus tout à fait correct. Tu crois? Oui, le soleil n'est plus au même angle sur le miroir extérieur, qui n'est donc plus aligné avec le miroir intermédiaire. Comme le soleil a bougé par rapport au miroir extérieur, l'alignement des autres est déréglé. Le soleil a encore bougé. Je retourne dehors. D'accord. Les miroirs sont statiques. Ils ne bougent pas de façon dynamique, contrairement au soleil. Quand ils se déplacent dans le ciel, l'angle de ces rayons change par rapport au miroir principal, ce qui perturbe l'alignement de ceux à l'intérieur. Il faudrait les bouger constamment pour maintenir cette luminosité dans la pièce. C'est pourquoi je ne pense pas que la théorie à l'origine de ce mythe fonctionne aussi bien qu'elle le pourrait. Oui, et on n'a pas vu ce phénomène dans le film. Mais avant que le soleil ne se couche définitivement sur ce mythe, Jamie a un dernier tour dans son sac. Carrie, Tori et Grant ont confirmé le mythe. On peut arrêter une voiture folle avec une autre, grâce à la méthode frein par choc. Ou à la technique démente du sandwich. Carrie a ensuite lancé un défi aux garçons. Inventer un dispositif capable d'arrêter une voiture. Pied au plancher. Ah, un défi. Quel doux son à nos oreilles. En se creusant les méninges pendant de longues heures, Parfait. ils ont trouvé chacun une solution astucieuse, typique des Mythbusters, qu'ils sont prêts à nous dévoiler. Essayez un peu de m'arrêter pour voir. C'est Grant qui commence. Carrie nous a demandé de trouver une meilleure méthode pour arrêter une voiture folle. Voici ma solution. Ces sortes de pagaies se placent sous le pare-choc avant de chaque voiture. En suivant la technique du sandwich, on va encercler Carrie et les plaques vont nous permettre de maîtriser la voiture folle et de l'arrêter sans risque. Voilà. Le pare-choc de ta voiture vient contre la plaque. On n'a pas besoin de te dépasser, donc on ne risque pas de partir en vrille. On vient te serrer dans ces deux L et on t'arrête. L'idée semble bonne en théorie, mais mauvaise quand la plaque aura traversé ma calandre. Quant à la solution de Tori, Il faut juste accélérer et venir percuter l'arrière de la voiture folle. L'idée, c'est de harponner la voiture de devant et une fois que c'est fait, on libère ce crochet. Sérieux? C'est ça ton idée? Tu risques le coup du lapin, mais ça devrait t'arrêter. Pour m'arrêter sans risque, tu vas m'embrocher? Te harponner, en fait. laissons de côté ces pensées lugubres. Il est temps de capturer une voiture folle pour sauver sa conductrice. Grant a fixé de façon astucieuse des barres à l'avant de chaque voiture. 65, 80, ils arrivent. Elles serviront de barrière et arrêteront la voiture de Carrie. Cela peut sembler dingue, mais ça marche. Et voilà. On t'a eu. C'était super! Ça a bien mieux marché que le sandwich d'origine. La vache. On t'a bien eu. C'était génial. Grant, ta méthode est moins risquée. Bien joué. Merci. Bon, va falloir qu'on les sépare maintenant. On doit les ramener dans cet état? J'ai atteint une vitesse constante, lâché le volant. Là, les deux voitures se sont rapprochées de chaque côté très rapidement. Elles m'ont percuté en même temps. Mon pare-choc a tapé dans les plaques en métal et ils ont réussi à me ralentir. J'ai senti que les pneus chauffaient, mais j'ai fini par m'arrêter. Incroyable! Si ce n'était pas assez effrayant pour vous, voilà le harpon. C'est une nouvelle technique. Il s'agit de percer le coffre
de s'y accrocher et de laisser le poids du véhicule ralentir la voiture folle. Rien dans ce plan ne me semble être une bonne idée. Il va harponner l'arrière de ma voiture, la percuter le plus fort possible. Mais qui peut bien imaginer une telle méthode à part un dingue? Je crois qu'on est prêt. Notre guerrier de la route s'élance pour stopper cette voiture folle. Tori et Grant, dans le sauvetage au harpon, on est parti. Carrie, tu peux lâcher le volant. Tori, à toi de jouer. On arrive. La voiture de Carrie est embrochée. En termes de sophistication, c'est astucieux. Quant à l'efficacité qui est essentielle, c'est un succès. Ça marche! Je ralentis! J'y crois pas, ça fonctionne! Super! Bien joué. Ah, j'en reviens pas! Le harponneur de coffre! C'était vraiment génial. Il a arrêté la voiture folle! On va vite déposer un brevet pour chacun de ces dispositifs et les revendre à la police des autoroutes. Ça marche super bien. Je crois que les forces de police vont être très intéressées. Ça a très bien fonctionné. Carrie roulait à 80 km/h. Je l'ai rattrapé. Je n'ai pas eu beaucoup à forcer pour perforer le coffre et mettre en place le crochet. Je me suis arrêté et elle aussi. Nos différentes techniques pour arrêter un véhicule avec un autre ont été très efficaces. On s'est placé devant la voiture folle et en freinant, on a réussi à la stopper même quand elle roulait à plus de 110 km/h. On a pris la voiture en sandwich grâce à des plaques soudées au pare-choc avant. Et pour finir, on s'est servi d'une sorte de harpon d'aimant pour perforer le coffre et forcer la voiture à s'arrêter. Ça prouve bien que si vous êtes confronté à une voiture folle, il faut appeler les Mythbusters. Enfin non, il faut appeler la police. Au QG de Toutankhamon, sur Treasure Island, Jamie n'a pas fini de jouer avec le niveau de luxe. J'ai un dernier truc à tester. Ça va te plaire. Ok, c'est parti. Lors de leur test à petite échelle, Jamie a fait une découverte lumineuse. Le but, c'est d'augmenter la luminosité ambiante dans la pièce. Et des miroirs seuls ne suffiront pas. La lumière a besoin de toucher une surface qui va la diffuser. Il est donc impatient de voir si sa théorie se confirmera à grande échelle, dans leur tombeau éclairé par le soleil. Éteins ta lampe et regarde. C'est magnifique! Tu vois, je sais illuminer la pièce de ma présence. Autant pour moi. Prenons des mesures. Voilà. Au maximum. Et de plus loin, on a une moyenne de 8,62 lux. Chapeau, la chemise de Jamie. Étonnamment, grâce à cette diffusion réfléchissante, la chemise super blanche de Jamie émet plus de lumière ambiante que tous les autres tests. Adam reste scotché. Il s'avère que la chemise blanche et amidonnée de Jamie fournit presque 3 fois plus de lumière ambiante que la meilleure méthode parmi toutes celles que nous avons testées. Quant à Jamie, il a une réaction digne de Jamie. Pour apporter de la lumière dans la pièce, rien de tel que des miroirs, car ils sont très directionnels. Mais si vous voulez ensuite éclairer cette pièce, il faut diriger la lumière sur une surface blanche, comme ma chemise, car le blanc est moins directionnel. Il va diffuser la lumière et augmenter la luminosité ambiante. Alors, ta conclusion? En théorie, c'est plausible, puisque les rayons du soleil ont fourni assez de lumière ambiante pour se déplacer dans la pièce. Oui, c'est plausible. Mais franchement, pas pratique. Le soleil bouge, donc on ne dispose que de 3 minutes et demie de lumière avant de devoir tout réaligner. Et en plus, l'idée que ces miroirs, restés là pendant 3000 ans, seraient de suite prêts à éclairer la pièce est totalement ridicule. C'est plausible, mais ridicule. Oui.